Il n'y a pas une histoire après le Seigneur des Anneaux. Il y a une histoire qui a été écrite, mais c'est une nouvelle qui fait 16 pages. Voilà, ça fait 16 pages. La nouvelle fait 16 pages, ça parle juste, ça s'appelle A New Shadow. Ça s'appelle A New Shadow et d'ailleurs le Savoir des Anneaux on avait parlé à l'époque en 2016 sur YouTube et vous pouvez aller voir ça et ça parle simplement d'une ombre. On sait qu'il y a des on est 100 ans après la mort d'Aragorn sous le règne de son fils. Euh, Il y a des histoires de disparition dans le royaume réunifié et il y a deux gars qui discutent de ça et ils parlent d'une ombre présente chez les hommes et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est 16 pages. C'est court. Donc bon, c'est comme ça. Hein. Bon du coup, reprenons la lecture du chapitre 12, le chat Twitch, on est reparti pour ça. Le chat TikTok du coup, bonsoir, yo les mauvaises herbes, viens sur le Twitch, t'auras un meilleur son. De toute façon tu le sais ça. Bon. Eh bien, nous sommes partis du coup pour la lecture du chapitre 12 du Hobbit, à savoir des nouvelles à l'intérieur. Je rappelle que c'est la nouvelle traduction par Daniel Lauzon. Nous sommes à, je pense à tout péter, 6 ou 7 chapitres de la fin du bouquin en plus. Donc ça approche vite. Donc, reprenons la lecture. Des nouvelles de l'intérieur. Longtemps, les nains restèrent devant la porte, débattant dans l'obscurité jusqu'à ce que Thorin se décide enfin à prendre la parole. L'heure est venue pour notre très estimé Monsieur Bessac, qui s'est montré des plus utiles au cours de notre long voyage, qui a fait preuve d'un courage et d'une débrouillardise bien au-delà de sa petite stature, et qui, si je puis me permettre, a su profiter d'une chance inouïe, bien au-delà de ce que le sort a l'habitude d'accorder. L'heure est venue pour lui d'accomplir le service pour lequel il fut admis de notre compagnie. L'heure est venue pour lui de gagner sa récompense. Vous connaissez le style de Thorin lors des grandes occasions. Aussi, je ne vous relaterai pas davantage, même si son discours fut en réalité beaucoup plus long. C'était, à n'en pas douter, une occasion solennelle, mais Bilbo s'impatientait. À ce stade, il connaissait bien Thorin, lui aussi, et comprit très bien là où il voulait en venir. Si vous êtes en train de dire qu'il est de mon devoir, selon vous, d'explorer en premier le passage secret au Thorin fils de Thrain, l'écu de chêne, puisse votre barbe aller toujours s'allongeant, dit-il avec aigreur. Alors venez-en au fait. Je pourrais refuser. Je vous ai déjà sorti de 2 beaux pétrins qui pouvaient difficilement être prévus dans notre contrat, ce qui, je pense, me donne déjà droit à une certaine récompense. Mais la 3e fois rachète tout, comme disait mon père. Et à vrai dire, je ne pense pas refuser. Je me fie peut-être plus souvent à ma chance que je ne le faisais par le passé. Il voulait dire au printemps dernier, avant de quitter sa maison, mais cela semblait faire une éternité. Quoi qu'il en soit, je pense aller y jeter un œil, de ce pas. Question d'en être débarrassé une bonne fois pour toutes. Alors, qui vient avec moi ? Il ne s'attendait pas à un cœur de volontaires, alors il ne fut pas déçu. Philly et Killy parurent mal à l'aise, se balançant nerveusement sur une jambe. Mais les autres ne firent même pas semblant de se proposer, sauf ce vieux Balin, le fidèle guetteur, qui s'était pris d'affection pour le hobbit. Il promit au moins d'entrer, et peut-être d'avancer un peu, prêt à appeler à l'aide en cas de nécessité. Tout ce que je puis dire pour la défense des nains, c'est qu'en échange des services que Bilbo devait leur offrir, ils avaient l'intention de le payer très grassement. Et s'il avait emmené quelqu'un pour faire la sale besogne à leur place, ce n'était pas pour s'apitoyer sur le sort du pauvre bougre qui avait consenti. Mais il aurait tout fait pour le tirer d'affaire en cas de besoin, comme ce fut le cas avec les trolls au début de leurs aventures, avant même qu'ils aient eu quelques raisons que ce soit de lui être reconnaissant. Merci du coup le con puissant du follow, toi qui deviens le 1086e follower. Encore 14, on arrive au 1100. Ça fout. C'est déjà pas mal déjà qu'on a atteint les 1000. Continuons là cette avancée. En résumé, les nains ne sont pas des héros, mais des gens calculateurs qui savent fort bien la valeur de l'argent. Certains pleins de roublardise et de rouerie sont peu recommandables, alors que d'autres sont tout à fait dignes d'estime, comme Thorin et compagnie, pourvu qu'on ne leur en demande pas trop. Les étoiles sortaient derrière lui, dans un ciel pâle, strié de noir, quand le hobbit se faufila par la porte enchantée et s'introduisit dans la montagne. Les premiers pas dans la montagne.
Il était beaucoup plus facile d'y avancer qu'il n'y s'y attendait. Ce n'était pas une entrée de gobelins ou une caverne sommairement aménagée par des elfes des bois. C'était une galerie creusée par des nains, au fait de leur gloire et de leur savoir-faire, droite comme une règle, entre deux murs lisses et sur un sol uni. Elle descendait en une pente douce et parfaitement régulière, vers quelques lieux bien déterminés au fond des ténèbres. Au bout d'un moment, Balin souhaita bonne chance à Bilbo, et s'arrêta pendant qu'il discernait encore le faible contour de la porte et qu'il entendait, par le truchement des échos du tunnel, le chuintement des voix de ceux qui murmuraient en haut. Puis le hobbit glissa son anneau à son doigt. Il glissa son anneau à son doigt. Cochon. Averti par l'écho, il tenta de se faire plus silencieux qu'un hobbit, et descendit sans aucun bruit. Plus bas, toujours plus bas, dans le noir. Il tremblait de peur, mais son petit visage était fermé et résolu. Déjà, c'était un hobbit, très différent de celui qui avait quitté Cul-de-sac, sans son mouchoir un beau matin. Ce hobbit-ci ne traînait plus de mouchoir depuis belle lurette. Il fit jouer son poignard dans le fourreau, ajusta sa ceinture et se remit en marche. Bilbo là commence à montrer qu'il a des couilles. Te voilà enfin servi, Bilbo Bessac, se dit-il. Tu t'es mis les 2 pieds dans le plat à la fête, ce soir-là, et maintenant tu dois payer pour cette gaffe. Quel imbécile j'ai pu être, et quel imbécile je fais, pensa-t-il, boudant décidément son côté touc. Je n'ai que faire de tous les trésors gardés par ce dragon. Et s'il ne tenait qu'à moi, je les laisserais moisir ici pour toujours. Si seulement je pouvais me réveiller chez moi et découvrir que cet abominable tunnel est en fait mon propre vestibule. T'as visité le musée que le Grand JD a visité? Non, toujours pas. Enfin, toujours pas. J'ai découvert son existence avec justement la vidéo du Grand JD. Donc, ça viendra quand ça viendra. D'ailleurs, le TikTok, venez sur le Twitch. Vous aurez une bien meilleure qualité sonore et vidéo surtout. Parce que la vidéo, là, par contre, elle est vraiment à chier sur le live. Donc, venez sur Twitch. Galétan. Il ne se réveilla pas, naturellement, mais continua à descendre encore et encore, jusqu'à ce que toute trace de l'entrée disparaisse derrière lui. Il se trouvait complètement seul. Bientôt, il sentit une certaine chaleur. On dirait une sorte de lueur, là, en bas, droit devant moi, pensa-t-il. Il ne se trompait pas. Elle grandissait à mesure qu'il avançait, et il n'y avait plus aucune raison d'en douter. C'était une lueur rougeâtre, et elle rougissait de plus en plus. La chaleur du tunnel devenait tout aussi manifeste. Des rubans de vapeur montaient jusqu'à lui, et il se mit à suer. Un son se fit également entendre à ses oreilles, une sorte de bouillonnement, comme le bruit d'une grande marmite au feu, mêlé d'un grondement semblable à celui que produirait un gros matou ronronnant. Ce son enfla à tel point qu'il devint impossible de ne pas reconnaître les gargouillis caractéristiques d'un gigantesque animal en train de ronfler dans son sommeil, là-bas, dans cette lueur rouge devant lui. C'est alors que Bilbo s'arrêta. Continuer d'avancer, faire un pas de plus dans ce tunnel est la chose la plus brave qu'il ait jamais faite. Les événements extraordinaires qui suivirent ne représentent rien comparativement. La vraie bataille, il la livrait seul, à cet endroit, avant même de poser les yeux sur le formidable danger qui l'attendait. Et donc, après une courte pause, il se décida à poursuivre. Et je vous laisse vous l'imaginer, parvenu à l'autre bout du tunnel, devant une ouverture de taille et de forme semblable à la porte d'en haut. À travers celle-ci, le hobbit passe sa petite tête. Devant lui s'étend la grande caverne des profondeurs, la salle souterraine des nains d'antan, au cœur même de la montagne. Il fait presque noir, et son immensité ne peut être qu'entreaperçue, mais sur le sol de pierre de ce côté-ci de la salle s'élève un grand rougeoiement, l'éclat de Smaug. Donc on voit enfin Smaug. Smaug était étendu là, dragon de forme immense, rouge, doré, et il dormait profondément. Un grondement émanait de ses mâchoires et de ses narines, ainsi que des volutes de fumée. Mais dans son sommeil, son feu couvait. En dessous de lui, sous ses membres et sa longue queue enroulée, et partout autour de lui, éparpillés jusque dans les recoins les plus sombres, gisaient des tas et des tas de choses précieuses, de l'or brut ou finement ouvragé, des gemmes et des joyaux, et de l'argent maculé de rouge dans l'embrasement de la salle. Smaug, les ailes repliées comme une chauve-souris de taille gigantesque, était étendu en partie sur le côté, de sorte que le hobbit pouvait voir sa partie inférieure et son long ventre pâle, tout incrusté de joyaux et de fragments d'or, après qu'il fût resté si longtemps allongé sous ce somptueux lit.
Derrière lui, suspendus dans l'ombre aux murs les plus rapprochés, on pouvait voir des cottes de mailles, des aumes et des haches, des épées et des lances, et de grandes jarres y étaient entassées et en rangées, débordant de richesses incommensurables. Calmez un peu la musique. Dire que Bilbo en eut le souffle coupé ne saurait rendre compte de son ébahissement. Les mots pour le décrire n'existent plus depuis que les hommes ont changé la langue apprise des elfes au jour où le monde entier était merveilleux. Bilbo s'était déjà fait compter et chanter toute la richesse des dragons, mais la magnificence d'un tel trésor, la gloire qu'il évoque et la convoitise qu'il suscite, ne lui était jamais apparue aussi clairement. Son cœur, transpercé, envoûté, se remplit du désir des nains. Et il contempla, immobile, oubliant presque le redoutable gardien, l'or incalculable et inestimable. Voici du coup l'illustration de Alan Lee. Voilà. De notre beau Smaug en train de dormir. Donc le chat, voilà, je vous le montre aussi, vous allez peut-être pas avoir une super qualité. Voilà. Le chat TikTok. Il resta captivé. D'ailleurs, faites pause si vous n'avez pas vu l'image bien comme il faut. Il resta captivé pendant ce qui parut une éternité, puis attiré presque malgré lui. Il se glissa hors des ombres de la porte, franchissant les dalles jusqu'aux amoncellements de trésors les plus proches. Le dragon était étendu au-dessus de lui, sa menace terrible, même dans son sommeil. Bilbo s'empara d'une grande coupe à 2 anses, tout juste assez légère pour lui. Il leva des yeux craintifs. Smaug remua une aile, ouvrit une griffe et se mit à ronfler sur une nouvelle note. Alors Bilbo s'enfuit, mais le dragon ne se réveilla pas. Pas encore. Il se tourna vers d'autres rêves de convoitise et de violence, couché sur son butin, tandis que le petit hobbit remontait péniblement le long tunnel. Son cœur battait, ses jambes flageolaient, de manière encore plus fébrile que lorsqu'il était descendu, mais il serrait la coupe entre ses doigts, et en se disant « J'ai réussi, ils vont bien voir de quoi je suis capable. Plus un épicier qu'un cambrioleur, mon œil, gageons qu'il n'entendra plus ce genre de discours. » Il n'avait pas tort. Balin sauta presque de joie en voyant le hobbit, tout aussi ravi qu'étonné. Il prit Bilbo dans ses bras et le transporta à l'air libre. Il était minuit, et des nuages voilaient les étoiles, mais Bilbo gardait les yeux fermés, reprenant son souffle et goûtant à nouveau l'air frais, remarquant à peine l'enthousiasme des nains qui le couvraient d'éloges, lui tapaient sur l'épaule et se mettaient à son service. Eux-mêmes et toute leur famille pour des générations à venir. Les nains se passaient encore la coupe de main en main, évoquant avec euphorie la reconquête de leur trésor, quand soudain un puissant grondement s'éleva du fond de la montagne, comme s'il s'agissait d'un ancien volcan qui aurait décidé de se réveiller. La porte derrière eux, bloquée avec une pierre, était presque close, mais de terribles échos venus des profondeurs remontaient le long tunnel, comme un sourd mugissement et un piétinement qui faisait trembler la terre sous leurs pieds. Alors les nains, à peine revenus de leur fanfaronnade et de leur joie éphémère, furent pris de peur et se jetèrent au sol. Smaug n'était pas encore vaincu. Il n'est jamais sage de laisser un dragon vivant en dehors de vos calculs si vous demeurez près de chez lui. Les dragons ne font peut-être pas usage de toutes leurs richesses, mais ils les connaissent sur le bout des griffes, si l'on peut dire, surtout après les avoir longtemps dévorés des yeux, et Smaug ne faisait pas exception. Il était passé d'un rêve inconfortable, dans lequel un guerrier de taille tout à fait insignifiante, mais doté d'une lame cinglante et d'un courage exceptionnel figurait de manière assez déplaisante, à un demi-sommeil, et d'un demi-sommeil à un éveil complet. Une émanation inhabituelle flottait dans sa caverne. Était-ce un courant d'air qui s'infiltrait par ces petits trous? Aussi minuscule paraissait-il, celui-ci l'avait toujours inquiété, et à présent il le lorgnait avec suspicion, se demandant pourquoi il n'avait jamais pensé à le boucher. Ces derniers jours, il avait cru percevoir à demi l'écho lointain de coups répétés qui résonnaient là-haut, et qui s'insinuaient dans son repère par cet orifice. Il remua et tendit le cou, afin de mieux sentir. Puis il remarqua que sa coupe avait disparu. « Les salauds ! Voleur, qu'il brûle, qu'il meure ! Une telle chose ne s'était pas produite depuis son arrivée à la montagne. Sa rage fut indescriptible. Le genre de rage qu'on voit seulement quand des gens fortunés, trop riches pour pouvoir jouir de ce qu'ils ont, perdent soudainement une chose qu'ils possèdent depuis toujours, mais dont ils n'ont jamais voulu et ne se sont jamais servis. Il cracha ses flammes, enfuma toute la salle, fit trembler la montagne jusqu'aux racines. Il se colla en vain le front contre la petite ouverture, puis se replia sur lui-même, grondant comme un tonnerre.
il sortit par la grande porte de son repère en toute hâte, traversa les immenses galeries du palais souterrain et remonta vers la grande porte. Retourner toute la montagne jusqu'à ce que le voleur soit pris, déchiqueté et piétiné, telle était sa seule idée. Alors qu'il passait la porte, une vapeur féroce s'éleva des eaux sifflantes, et il s'éleva flamboyant dans les airs et alla se percher au sommet de la montagne, dans un jet de flammes vertes et écarlates. Les nains entendirent la rumeur affreuse de ses ailes et se recroquevillèrent contre les murs de la terrasse herbeuse, rampant sous les rochers, cherchant contre toute espérance à échapper aux yeux redoutables du dragon à l'affût. Et ils y seraient tous morts, n'eût été la présence d'esprit de Bilbo encore une fois. « Vite, vite !» s'écria-t-il. « La porte, le tunnel, ici nous serons pris !» Convaincus de l'urgence de la situation, ils étaient sur le point de se réfugier dans le tunnel quand Bifur s'exclama. « Mes cousins, Bombur et Bofur, on les a oubliés, ils sont dans la vallée !»« Ils seront tués avec tous nos poneys et toutes nos réserves, seront perdus, gémaient les autres, on ne peut rien faire. »« Ah non !» dit Thorin, retrouvant sa dignité. « Il est impensable de les abandonner. Rentrez, monsieur Bessac, Balin et vous deux, Fili et Kili. Le dragon ne vous prendra pas tous. Maintenant, vous autres, où sont les cordes? Faites vite !» Ce furent sans doute les moments les plus terrifiants qu'ils avaient vécus jusque-là. L'horrible écho de la colère de Smaug se répercutait dans les cavités rocheuses sur les hauteurs. À tout moment, ils pouvaient s'abattre sur eux, ou tournoyer dans l'air, et les trouver là, en bordure du dangereux précipice, tirant sur les cordes comme des fous. Bofur parvint en haut, toujours rien. Bombur monta à son tour, haletant et soufflant le long des cordes grinçantes, toujours rien. Des outils et des sacs à provisions arrivèrent, et alors le danger fut sur eux. Un vrombissement se fit entendre, une lueur rouge illumina la pointe des rochers. Le dragon vint. À peine eurent-ils le temps de se réfugier dans le tunnel, traînant leurs sacs derrière eux, que Smaug arriva en trombe, descendant du nord, déversant son feu sur les pentes, agitant ses grandes ailes et de rugissantes bourrasques. Son souffle brûlant fit rôtir l'herbe devant la porte, s'immisça à travers la fente qu'ils avaient laissée et les saisit dans leur abri. Des feux bondirent çà et là, y firent danser les ombres derrière les rochers. Puis les ténèbres retombèrent alors qu'ils passaient une deuxième fois. Les poneys hennirent avec terreur, rompirent leurs cordes et s'enfuirent au galop, affolés. Le dragon fondit sur eux, bifurqua soudain à leur poursuite et disparut. C'en est fait de nos pauvres bêtes, dit Thorin. Rien ne peut s'échapper à Smaug une fois que ses yeux l'ont repéré. Quant à nous, nous avons abouti ici. C'est ici que nous devons rester. À moins que l'un d'entre vous ait envie de s'aventurer sur le long chemin à découvert qui nous sépare de la rivière pendant que Smaug est aux aguets. Bonsoir Papa Viking, comment vas-tu? Viens sur Twitch, t'auras un meilleur son et une meilleure qualité sonore. Vraiment, viens sur Twitch. Twitch Galetorn, comme le TikTok. Cette idée n'avait rien d'attrayant. Ils se glissèrent un peu plus loin dans le tunnel et s'allongèrent là, frissonnant, malgré la chaleur étouffante, jusqu'à ce qu'une aube blafarde paraisse à travers la fente de la porte. Tout au long de la nuit, ils purent entendre de temps à autre un rugissement d'ailes qui enflait, passait, puis diminuait, tandis que le dragon rôdait tout autour de la montagne. Ce dernier comprit, d'après les poneys et les traces des campements qu'il avait découverts, que des hommes étaient venus de la rivière et du lac, et qu'ils avaient escaladé le versant à partir de la vallée, où les poneys étaient attachés. Mais la porte échappa à ses yeux scrutateurs, et le petit renfoncement enclavé n'avait pas subi son feu le plus dévastateur. Merci Tiger Chef du follow, bienvenue à toi sur le Twitch. Installe-toi, prends-toi un truc à manger, à boire, et écoute l'histoire. Et si tu n'as pas vu ou entendu les précédentes lectures, donc les 11 précédents chapitres, va sur la chaîne YouTube, ils sont disponibles là-bas, en rediffusion. Longtemps, il les avait cherchés en vain, jusqu'à ce que l'aurore refroidisse sa colère, et il était retourné s'allonger sur sa couche dorée pour dormir et pour rassembler de nouvelles forces. Il n'oublierait pas ce vol, il ne le pardonnerait pas, même si un millionnaire devait le changer en une pierre ardente. Mais il pouvait se permettre d'attendre. Lentement et silencieusement, il rentra en sa tanière et ferma les yeux, à moitié. Le matin venu, la terreur des nains s'apaisa. Ils comprirent que de tels dangers étaient inévitables en présence d'un pareil gardien, et qu'ils ne devaient pas s'empresser d'abandonner leur quête pour autant.
pas plus qu'il n'était envisageable de rentrer immédiatement, comme Thorin le leur avait expliqué. Leurs poneys étaient tous morts ou égarés, et il faudrait attendre quelque temps avant que Smaug ne réduise suffisamment sa vigilance pour risquer d'entreprendre la longue route à pied. Par chance, ils avaient pu récupérer assez de provisions pour attendre encore quelque temps. Ils débattirent longuement de ce qu'il convenait de faire, mais ne purent trouver le moyen de se débarrasser de Smaug, ce qui avait toujours été un point faible dans leur stratégie, comme Bilbo ne put s'empêcher de leur faire remarquer. Alors, ne sachant que faire d'autre, ils commencèrent à maugréer contre le Hobbit, en lui reprochant ce qui, dans un premier temps, leur avait fait si plaisir, d'avoir dérobé une coupe et suscité la colère de Smaug à la première occasion. « Qu'est-ce qu'un cambrioleur est censé faire d'autre, selon vous » demanda Bilbo, avec colère. « Je n'ai pas été embauché pour trucider des dragons, c'est l'affaire d'un guerrier, mais pour voler des trésors. J'ai commencé du mieux que j'ai pu. Pensiez-vous que j'allais revenir en traînant toute la fortune de Thrall sur mon dos ? S'il y a des reproches à faire, je pense avoir mon mot à dire. Vous auriez dû emmener 500 cambrioleurs et non un seul. C'est tout à l'honneur de votre grand-père, j'en suis certain, mais vous avouerez que vous ne m'aviez pas bien fait comprendre toute l'ampleur de sa richesse. Il me faudrait des centaines d'années pour tout remonter à la surface, si je n'étais 50 fois plus grand, et que Smaug était doux comme un lapin. » Alors bien sûr, les nains lui demandèrent pardon. « Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire dans ce cas, monsieur Pessac ?» demanda poliment Thorin. « Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Si vous parlez de récupérer le trésor, évidemment, cela dépend entièrement des chances qui se présenteront à nous, et de ce qui pourrait nous débarrasser de Smaug. Faire disparaître un dragon n'est pas du tout ma spécialité, mais je vais y réfléchir de mon mieux. Personnellement, je ne vois aucun espoir de succès, et j'aimerais mieux être tranquille à la maison. » Oh, il me régale, lui. Bonsoir à toi, du coup. Commode, pas commode. Viens sur le Twitch, Galetorn, t'auras un meilleur son. Nous verrons cela plus tard. Que devons-nous faire maintenant, dans les heures qui viennent? Eh bien, si vous voulez vraiment mon avis, je pense que nous n'avons pas le choix de rester où nous sommes. De jour, il n'est sans doute pas trop risqué de sortir discrètement prendre l'air. Bientôt, nous pourrons peut-être aller nous réapprovisionner à la réserve au bord de la rivière en y envoyant une ou deux personnes. D'ici là, tout le monde ferait mieux de rester dans le tunnel, aussitôt la nuit tombée. Mais laissez-moi vous faire une offre. Avec mon anneau, je vais y descendre dès ce midi. Si Smaug doit faire la sieste, cela ne peut être qu'à cette heure-là. Pour voir ce qu'il fabrique. Je découvrirai peut-être quelque chose. Chaque ver a son point faible, disait mon père, mais je peux vous assurer qu'il ne parlait pas d'expérience. Tu me fais penser à Bob Lennon. Je sais, je fais penser à Bob Lennon à beaucoup de personnes. Namari et Kylian, comment vas-tu? Naturellement, les nains s'empressèrent d'accepter. Le petit hobbit avait déjà beaucoup monté dans leur estime. Désormais, c'était lui qui dirigeait leur aventure, et il avait ses idées bien à lui, et formait ses propres plans. À l'approche de midi, il se prépara pour un autre voyage dans les profondeurs de la montagne. Ce n'était pas de gaieté de cœur, évidemment, mais il se sentait mieux préparé, maintenant qu'il savait plus ou moins ce qui l'attendait en bas. Eût-il été mieux renseigné sur les dragons et sur leurs ruses, il aurait sans doute été plus craintif et moins sûr de trouver celui-ci en train de faire la sieste. Est-ce que tu peux montrer la couverture du livre? Alors, la couverture du livre, c'est ça. C'est la couverture qui protège. C'est l'édition illustrée par Alan Lee. D'accord. Et quand tu enlèves la protection, du coup, ça donne ça. Voilà. Donc tu as Smaug devant et tu as l'écriture, du coup, sur le côté. Voilà. C'est l'édition illustrée par Alan Lee. Du coup. Allez, bonne soirée à toi, monseigneur. Bonne soirée à toi, Commode. Le soleil brillait quand il se mit à descendre, mais le tunnel était noir comme la nuit. La lueur de la porte, presque complètement fermée, disparut bientôt. Un ruban de fumée, porté par une douce brise, eût été à peine plus silencieux que lui, et il ne put s'empêcher de ressentir une certaine fierté en s'approchant de la porte inférieure. Celle-ci ne laissait filtrer que le plus faible des rougeoiements. Le vieux Smaug est fatigué, il dort, pensa-t-il. Il ne peut me voir et ne m'entendra pas. Courage, Bilbo. C'était sans compter l'odorat des dragons. Mais Bilbo n'en avait peut-être jamais entendu parler. Autre point à ne pas négliger. Les dragons ont la fâcheuse habitude de garder un œil entrouvert en dormant, lorsqu'ils sont sur leur garde, afin de guetter les environs. Smaug semblait bel et bien endormi. Son feu était presque mort. Ses ronflements, presque aussi muets que ses vapeurs, étaient invisibles. Quand Bilbo passa de nouveau la tête dans l'embrasure, il allait tout juste
quand Bilbo passe sa tête dans l'embrasure. Il allait tout juste s'avancer sur les dalles lorsqu'il vit un mince éclair de rouge darder fugitivement sous la paupière tombante de l'œil gauche de Smaug. Il faisait seulement semblant de dormir, il surveillait l'entrée du tunnel. Bilbo se dépêcha de reculer, remerciant son anneau et la chance qui avait mis cet objet sur son chemin. Alors, Smaug parla. On va essayer de faire un petit accent un peu sympa là. Enfin, une petite voix sympa. Eh bien, voleur, je sens ton odeur, je sens l'air que tu déplaces, j'entends ton souffle. Viens donc, serre-toi encore, il y a tout ce qu'il faut, même davantage. Mais Bilbo n'était pas ignorant à ce point en matière de dragon, et si Smaug espérait le faire approcher si facilement, il fut amèrement déçu. « Non merci, oh Smaug le formidable, répondit-il. Je ne viens pas pour des cadeaux, je tenais seulement à vérifier de mes yeux si vous êtes aussi splendide que ce que l'on dit dans les contes. J'étais sceptique. » « Et maintenant, tu ne l'es plus ?» dit le dragon, un peu flatté, même s'il n'en croyait pas un seul mot. « À vrai dire, les chants et les contes sont loin de vous rendre justice, ô Smaug, de toutes les calamités, la plus grande et la plus terrible, répondit Bilbo. « Tu as de bonnes manières pour un voleur et un menteur, dit le dragon. Tu sembles connaître mon nom, mais je ne me rappelle pas t'avoir déjà senti. Qui es-tu et d'où viens-tu, si je puis me permettre ?» Smaug en mode Galetorn, encore plus badass que dans les films. Ouais, faut pas déconner quand même, parce que la version des films, il y a le côté un peu serpentin dans la voix. Bien sûr, je viens de sous la colline, et ma route m'a conduit sous la colline et sur les collines, et même dans les airs. Je suis celui qui marche sans être vu. Ça, j'en doute aucunement, dit Smaug. Mais ce n'est sûrement pas ton vrai nom. Je suis le donneur de réponse, le pourfendeur de toile, la mouche qui darde. Je forme le numéro chanceux. Que de charmants titres, fit le dragon d'un ton moqueur. Mais les numéros chanceux sont parfois ne donnent rien. Je suis celui qui noie ses amis et qui les fait ressurgir vivants des eaux. Je viens d'un cul-de-sac, mais aucun sac n'est passé sur ma tête. Cela non plus, pas le même prestige. Ah pardon, je refais ma phrase. Ceux-là n'ont pas le même prestige, railla Smaug. Je suis l'ami des ours et l'invité des aigles. Je suis le gagnant de l'anneau et le porteur de chance. Je suis l'enfourcheur de tonneaux, poursuivit Bilbo, qui commençait à se laisser prendre au jeu. Dominique Cumberbatch peut se rhabiller. C'est mieux, dit Smaug. Mais ne laisse pas ton imagination s'emballer. C'est là, bien sûr, la manière de parler au dragon, si vous souhaitez éviter de vous identifier, ce qui est sage, et de vous attirer leur foudre en refusant de le faire, ce qui est aussi très sage. Aucun dragon ne peut résister à la fascination des énigmes et à la perte de temps encourue en essayant de les comprendre. Il y avait dans ce discours bien des choses que Smaug eut du mal à comprendre. Pas vous, j'imagine, puisque vous êtes parfaitement au courant des aventures auxquelles Bilbo faisait allusion. Mais il pensait en avoir compris assez, et riait malicieusement en son fort intérieur. « C'est bien ce que je pensais hier soir, se dit-il en souriant. Des hommes du lac, une sale combine de ces pitoyables marchands de tonneaux, où je ne suis qu'un lézard. Je ne suis pas allé de ce côté-là depuis des lustres, mais je vais bientôt corriger cela. »« Très bien, ô enfourcheur... Ah, pardon. Très bien, ô enfourcheur de tonneaux, dit-il tout haut. Tonneau était peut-être le nom d'un de tes poneys, ou peut-être pas, mais s'il était venu assez ventru, tu marches peut-être sans être vu, mais tu ne vas pas toujours à pied. Laisse-moi au moins te dire une chose, j'ai mangé 6 poneys cette nuit. Et je ne tarderai pas à attraper les autres et à les dévorer. En guise de compensation pour cet excellent repas, j'ai un bon conseil à te donner. Évite de frayer avec des nains autant que faire se peut. »« Des nains ?» s'écria Bilbo, feignant l'étonnement. « Ne faites pas l'innocent, dit Smaug. L'odeur et le goût du nain, c'est ce que je connais le mieux. Tu ne réussiras pas à me faire croire que j'ai pu manger du poney de nain sans le savoir.
tu vas mal finir si tu entretiens de telles amitiés, voleur, enfourcheur de tonneaux. Surtout, n'aie pas peur d'aller leur donner ma façon de penser. Il se garda bien de dire à Bilbo ce qui l'intriguait de plus, car il avait une odeur qu'il ne reconnaît pas du tout, l'odeur de Hobbit. Elle lui était tout à fait étrangère et le troublait profondément. « J'imagine qu'ils t'ont offert un bon prix pour cette coupe, la nuit dernière, poursuivit-il. Hein? Oui? Ou non? Rien du tout? Ça ne me surprend pas d'eux. Et je suppose qu'ils se tournent vers les pouces... Et je suppose qu'ils se tournent les pouces à l'extérieur, pendant que tu te charges du plus dangereux, soit de chaparder tout ce que tu peux pendant que j'ai le dos tourné. Et tout ça à leur compte. Et tu auras droit à ta juste part. N'y compte pas. Tu pourras t'estimer chanceux d'en sortir vivant. Bilbo commençait vraiment à perdre ses moyens. Chaque fois que l'œil vagabond de Smaug parcourait les ombres à sa recherche, passait sur lui en un éclair, il tremblait, submergé par le désir inexplicable de se précipiter devant Smaug, de se révéler à lui et de lui dire toute la vérité. En fait, il fut terriblement près de succomber au charme du dragon. Mais rassemblant son courage, il parla de nouveau. « Vous ne savez pas tout, ô Smaug le puissant, dit-il. Nous ne sommes pas venus ici à seule fin de reprendre l'or. » Tu parles au nous maintenant, dit Smaug en riant. Pourquoi ne pas dire nous 14 pendant qu'on y est, monsieur numéro chanceux? Je suis content d'apprendre que tu as autre chose à faire dans les parages que de voler mon or. Peut-être que de cette façon, tu n'auras pas complètement perdu ton temps. T'es-tu jamais demandé, même si tu parvenais à enlever l'or petit à petit, ce que prendrait une bonne centaine d'années, comment tu ferais pour l'emporter? Pas très utile, en pleine montagne, n'est-ce pas? Ou dans la forêt? Ça alors, tu t'es jamais rendu compte de l'entourloupette? Un 14e des profits, je suppose, ou quelque chose de semblable. Ce sont les termes du contrat, hein? Mais tu as songé à la livraison? Au transport? Aux gardes armés et au péage? Et Smaug éclata de rire, son cœur mauvais et tout empreint de ruse, et il savait qu'il devinait assez bien tous les tenants et aboutissants de l'affaire, même s'il soupçonnait les hommes du lac d'en être les instigateurs, et croyait que le butin devait s'arrêter dans cette ville lacustre, qui, au temps de sa jeunesse, se nommait Esgaroth. Vous aurez peine à le croire, mais le pauvre Bilbo fut vraiment désemparé. Jusque-là, il avait consacré toutes ses pensées et toute son énergie à atteindre la montagne et à en trouver l'entrée. Il n'avait jamais pris la peine de se demander comment le trésor allait être emporté, ni encore moins comment la portion qui pourrait lui revenir serait rapatriée jusqu'à cul-de-sac sous colline. Un doute lancinant grandit alors dans son esprit. Les nains avaient-ils, eux aussi, négligé ce point important ? Ou s'était-il secrètement moqué de lui pendant tout ce temps? Voilà ce que les paroles d'un dragon ont tendance à éveiller chez les gens inexpérimentés. Bilbo, naturellement, aurait dû être sur ses gardes, mais Smaug avait ce qu'il convient d'appeler une forte personnalité. Je vous l'ai dit, répliqua Bilbo, faisant tout son possible pour demeurer loyal envers ses amis et pour lui tenir tête. L'or n'avait qu'une importance secondaire à nos yeux. Nous avons cheminé sur les collines et sous la colline, portés par le vent et les vagues, en quête de vengeance. Vous devez bien vous douter, ô Smaug le richissime, que vos succès vous ont attiré d'implacables ennemis. Salut, j'ai une question pour toi. Vas-y, Marius, mais viens sur Twitch pour la poser, ça sera beaucoup mieux, tu auras un meilleur son et pour quand je répondrai. Alors Smaug s'exclava réellement. Un son dévastateur qui renversa Bilbo, tandis que là-haut, dans le tunnel, les nains se blottissaient les uns contre les autres et s'imaginaient que le Hobbit venait de rencontrer une fin soudaine et odieuse. « En quête de vengeance !» dit-il en ricanant. Bon, je vais le refaire. « En quête de vengeance !» dit-il en ricanant. Et la lumière écarlate de ses yeux inonda la salle du plancher au plafond. « De vengeance !
Le roi sous la montagne est mort. Où sont les siens qui osent réclamer vengeance? Guirion, seigneur du Val, est mort, et j'ai dévoré son peuple tel un loup dans la bergerie. Où sont les fils de ses fils qui voudraient m'approcher? Je tue comme je l'entends, et personne n'ose résister. J'ai terrassé les guerriers d'antan, qui n'ont pas leur pareil de nos jours en ce monde. J'étais alors tout jeune et encore délicat. Maintenant je suis vieux et fort, voleur des ombres, tonna-t-il avec véhémence. Mon armure est comme 10 boucliers, mes dents comme des épées. Le choc de ma queue est comme un coup de tonnerre. Mes griffes sont des lances, mes ailes un ouragan, et mon souffle, c'est la mort. J'ai toujours cru comprendre, dit Bilbo, en glapissant de peur, que les dragons étaient plus tendres par en dessous, surtout dans la région du poitrail. Mais quelques-uns d'aussi endurci n'a pu manquer d'y remédier. De la bataille des 5 armées, quelles sont les armées? Alors, il y a les 5 armées. Nous avons les elfes de Thranduil, nous avons les nains justement d'Erebor, mais surtout des monts du fer. Nous avons les habitants de la ville de d'Esgaroth, donc Long-Lac, l'armée Goblin dirigée par Bolg et l'armée des Wargs. Oui, ça c'est la réponse qu'il faut, mais dans les livres, pas dans les films. Le dragon mit un frein à sa vantardise. Tes renseignements sont obsolètes, dit-il d'un ton cassant. Au-dessus, comme en dessous, je suis cuirassé d'écailles de fer et de pierres précieuses. Aucune lame ne saurait me transpercer. J'aurais dû m'en douter, dit Bilbo. Il m'apparaît évident que rien ni personne ne peut se comparer au seigneur Smaug, l'impénétrable. Quelle splendeur que d'avoir un plastron fait de somptueux diamants. Oui, c'est en effet une chose rare et merveilleuse, dit Smaug, ridiculeusement flatté. Il ne savait pas que le hobbit avait déjà entreaperçu sa couverture ventrale si particulière lors d'une première visite, et qu'il avait toutes les raisons de vouloir l'examiner de plus près. Le dragon se retourna sur le dos. « Regarde !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que tu dis de ça ?»« Mec, merci, tu gères. De rien. » Tout simplement époustouflant. Non, tout simplement époustouflant. Impeccable, parfait, stupéfiant, s'exclama Bilbo, tandis qu'au même moment, il se disait en lui-même. Vieux fou, il ne se doute pas qu'il y a un énorme trou sous l'aisselle gauche, dénudé comme un escargot sorti de sa coquille. Après avoir vu cela, M. Bessac ne songea plus qu'à une chose, s'enfuir. Eh bien, je ne retiendrai pas votre magnificence plus longtemps. J'ai perdu ma phrase. Ah oui, c'est là. Eh bien, je ne retiendrai pas votre magnificence plus longtemps, dit-il. Pas plus que je ne voudrais la priver d'un repos bien mérité. Attraper des poneys n'est pas toujours commode, je pense, surtout quand ils ont une bonne longueur d'avance. C'est la même chose pour les cambrioleurs, ajouta-t-il à la sauvette, remontant le tunnel à toutes jambes. Cette dernière pointe n'était pas particulièrement heureuse, car le dragon fit jaillir de terribles flammes derrière lui. Et malgré la hâte avec laquelle il gravissait la pente, Bilbo était loin de se trouver à distance, confortable quand l'horrible tête de Smaug apparut dans l'ouverture. Par chance, son front et ses mâchoires ne pouvaient s'y introduire, mais ses narines lancèrent du feu et de la vapeur à la poursuite du hobbit. Celui-ci faillit succomber, fonçant dans le tunnel à l'aveuglette, très effrayé et en proie à une grande douleur. S'il commençait à se féliciter de l'intelligence de sa conversation avec Smaug, son ultime faux pas le ramena brutalement à la réalité. « On n'attaquine pas un dragon vivant, Bilbo, espèce d'idiot !» se dit-il, ce qui devint l'un de ses dictons préférés, et qui s'imposa plus tard comme proverbe. « Tu es loin d'en avoir fini avec cette aventure, ajouta-t-il, ce qui était tout aussi vrai. L'après-midi laissait place au soir, quand il ressortit, trébucha et tomba sans connaissance sur le seuil de la porte. Les nains le ranimèrent et soignèrent ses brûlures du mieux qu'ils le purent, mais il fallut beaucoup de temps pour que les cheveux de derrière sa tête et les poils de ses talons se mettent à repousser comme avant. Ils étaient complètement desséchés et roussis jusqu'à la racine.
Entre-temps, ses amis firent de leur mieux pour le dérider, et ils furent avides d'entendre son récit. Surtout curieux d'apprendre pourquoi Smaug avait fait un bruit aussi horrible, et comment Bilbo s'était échappé. Mais le hobbit semblait tourmenté et mal à l'aise, et ils eurent du mal à lui faire raconter quoi que ce soit. À la réflexion, il regrettait certaines des choses qu'il avait dites au dragon. Il n'avait aucunement envie de les répéter. La vieille Grive se tenait sur un rocher à proximité, la tête penchée sur le côté, et prêtait l'oreille à tout ce qui se disait. Je rappelle que la Grive, c'est le petit oiseau. Hein. On voyait à quel point Bilbo était de mauvaise humeur, car il ramassa une pierre et la lança vers l'oiseau, qui se contenta de l'éviter en quelques battements d'ailes avant de se reposer à nouveau. Bon bah ça tombe bien, il le rappelle. Maudit soit-il, s'écria Bilbo avec colère. Je crois qu'il nous écoute, et il ne me dit rien de bon. Laisse-le tranquille, dit Thorin. Ces grives sont nos amis. En fait, il s'agit là d'un très vieil oiseau, peut-être le dernier de cette race ancienne, qui vivait autrefois dans les parages, apprivoisé par mon père et mon grand-père. C'est une espèce magique, d'une grande longévité. Il se peut même que celui-ci ait vécu au temps de mon aïeul, il y a 2 siècles ou plus. Les hommes du Val savaient autrefois comment déchiffrer leur langue et les envoyer porter des messages aux hommes du lac et ailleurs. Eh bien, cet oiseau ne manquera pas de nouvelles à rapporter au bord du lac, si c'est ce qu'il recherche, dit Bilbo. Même s'il ne doit plus rester grand monde là-bas, qui s'intéresse à la langue des grives. Que se passe-t-il? Eh bien, écoute, je suis en train de faire la lecture du Hobbit. Mais si tu veux voir la meilleure qualité, viens sur le Twitch. Ainsi Bilbo leur raconta. Pardon. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? S'écrièrent les nains. De grâce, poursuivez votre récit. Ainsi Bilbo leur raconta tout ce dont il put se souvenir, et leur avoua ses craintes. Il sentait que le dragon avait deviné trop de choses, en faisant le rapprochement entre les énigmes du Hobbit, et la découverte des campements et des poneys. Je suis convaincu qu'il sait que nous venions du bourg du lac, que ses habitants nous ont aidés, et j'ai l'horrible pressentiment qu'il se dirigera bientôt dans cette direction. Comme j'aimerais n'avoir jamais à mentionner cet enfourcheur de tonneau. Même un lapin aveugle habitant par ici songerait tout de suite aux hommes du lac. Là, fit Bialine, soucieux de l'apaiser. On ne peut rien y faire, et il est difficile de ne pas se trahir en conversant avec un dragon. Du moins, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Si vous voulez mon avis, vous en êtes très bien tiré. Vous avez du moins appris quelque chose de très utile, et ce, sans y laisser votre peau, ce qui est loin d'être donné à tout le monde quand on a affaire à Smaug et ses congénères. Ce peut encore être une chance et une bénédiction de savoir l'existence de ce trou dans le plastron de diamant du vieux ver. Voilà qui relança la conversation. Et ils se mirent tous à discuter d'histoires de dragons, déchus, historiques, douteuses ou mythiques, et des diverses façons de transpercer, de taillader, de plonger la lame par en dessous, et les différents artifices, procédés et stratagèmes utilisés pour vaincre l'ennemi dans chaque cas. Tous étaient plus ou moins d'avis que surprendre un dragon pendant sa sieste était plus facile à dire qu'à faire, et qu'il valait mieux faire preuve de courage et l'attaquer directement de front, plutôt que de courir au désastre en tentant de l'embrocher dans son sommeil. Tout au long de leur conversation, la Grive écoutait, mais quand les étoiles finirent par poindre dans le ciel, elle déploya silencieusement ses ailes et s'envola. Et tout au long de leur conversation, à mesure que les ombres s'allongeaient, Bilbo devenait de plus en plus inquiet, et son mauvais pressentiment ne cessait de s'agrandir. Il se décida enfin à les interrompre. « Je vous assure qu'il est très imprudent de rester ici, dit-il, et je ne vois pas pourquoi nous le ferions. Le dragon a fané toute la belle végétation, et de toute manière, la nuit tombe et il fait froid. Mais j'ai le sentiment que cet endroit sera de nouveau attaqué. Smaug sait maintenant comment je suis descendu dans son repère, et il ne manquera pas de deviner où se trouve l'autre bout du tunnel. Il viendra de ce côté de la montagne, et il le brisera en morceaux, s'il le faut, pour bloquer notre entrée. Et si nous mourrons écrasés dans l'effondrement, il n'en sera que plus satisfait. Vous êtes bien sinistre, monsieur Bessac, dit Thorin. Pourquoi Smaug n'a-t-il pas obstrué la porte inférieure dans ce cas, s'il refuse absolument de nous voir entrer chez lui? Il ne l'a pas fait car nous l'aurions attendu. Il ne l'a pas fait car nous l'aurions entendu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au début, il voulait sans doute m'attirer dans son antre une nouvelle fois. Et maintenant, peut-être qu'il attend de voir ce qu'il aura attrapé cette nuit. Ou qu'il ne veut pas chambarder. C'est ça? Oui.
qui ne veut pas chambarder toute sa chambre à coucher inutilement. En tout cas, j'aimerais qu'on arrête de discuter. Smaug sortira d'une minute à l'autre, et notre seul espoir est de nous réfugier dans les profondeurs du tunnel en renfermant la porte derrière nous. Il parlait si gravement que les nains finirent par se plier à ses demandes, en évitant toutefois de fermer la porte pour le moment. Cette solution semble désespérée, car nul ne savait comment faire pour la rouvrir de l'intérieur, si la chose était possible. Et l'idée de s'enfermer dans un lieu où la seule issue les obligerait à traverser le repère du dragon n'avait rien pour leur plaire. Pour l'instant, c'était le calme plat, tant à l'extérieur qu'en bas du tunnel. Alors ils restèrent assis à un bon moment, non loin de la porte entr'ouverte, continuant à bavarder dans l'obscurité. La discussion portait à présent sur les médisances du dragon, à propos des nains. Bilbo eût souhaité les avoir jamais entendus. Il aurait voulu à tout le moins avoir la certitude que les nains aient été à présent tout à fait honnêtes lorsqu'il affirmait n'avoir jamais réfléchi à une seconde qui se produirait quand le trésor... à ce qui se produirait quand le trésor serait reconquis. Nous savions que c'était une entreprise désespérée, dit Thorin, et nous le constatons à nouveau aujourd'hui. Et je maintiens que, quand nous l'aurons récupéré, il sera temps de décider que faire. Quant à votre départ, monsieur Bessac, je vous assure que nous vous sommes plus que reconnaissants, et vous choisirez votre 14e comme bon vous semblera, dès que nous aurons quelque chose à nous diviser. Je suis désolé si la question du transport vous inquiète, et j'admets que les difficultés sont grandes. Les terres ne sont pas devenues moins sauvages avec les années, bien au contraire, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider, et nous assumerons les frais qui nous reviennent quand l'heure viendra. Vous êtes libre de me croire ou non. La discussion porta alors sur la magnificence du trésor lui-même, et sur les objets dont Thorin et Balin avaient gardé souvenir. Ils se demandaient s'ils allaient les retrouver intacts dans la vaste salle souterraine. Les lances préparées pour les armées du grand roi Bladorthin, mort depuis longtemps, dont chaque fer était passé 3 fois à la forge, et dont les hampes étaient incrustées d'or, finement ouvragées, mais qui n'avaient jamais été livrées ou payées. Les boucliers fabriqués pour des guerriers tombés, il y a maintes années, la grande coupe dorée de Thror, à 2 anses martelées et ciselées de motifs d'oiseaux et de fleurs, dont les yeux et les pétales étaient faits de joyaux, des cottes de mailles impénétrables, dorées et argentées, le collier de Girion, seigneur du Val, composé de 500 émeraudes vertes comme l'herbe, offert en guise de rétribution pour un aubert de confection naine, destiné à son fils aîné, tel qu'il n'en avait jamais existé auparavant, car il était fait d'argent pur, mais aussi fort et résistant que l'acier triple. Mais le plus beau de tous était ce grand joyau blanc, trouvé par les nains aux racines de la montagne, le cœur de la montagne. Attention pour la nouvelle traduction, la pierre arcane de Thrain. Ouais, l'Arkenstone. Je vois pas pourquoi en anglais c'est Arkenstone et pourquoi ils l'ont traduit en français. Arkenstone, c'était très bien. Mais bon, la pierre arcane, c'est moche la pierre arcane. Je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais franchement, ou même le YouTube là en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais la pierre arcane, j'aime pas du tout cette traduction là. La pierre arcane, murmura Thorin, rêvassant dans l'obscurité, le menton posé sur ses genoux. C'était comme un globe aux 1000 facettes. Elle brillait comme l'argent, et la lueur du feu, comme l'eau au soleil. Comme la neige sous les étoiles, comme la pluie sous la lune. Mais le désir enchanté de l'or n'était plus sur Bilbo pendant toute leur conversation, et il ne les écoutait qu'à moitié. Il s'était assis derrière eux, non loin de la porte, et guettait d'une oreille toute éclosion de bruit à l'extérieur, tandis que l'autre était à l'affût des échos, du moindre mouvement venu des profondeurs derrière le murmure des nains. Les ténèbres s'approfondirent, et il devint de plus en plus inquiet. L'arcane pierre. Bah, l'arcane pierre, ouais, c'est pas ouf non plus, ouais, comme nom. Hein. Fermez la porte, supplia-t-il. La peur de ce dragon me glace les os. Ce silence me paraît beaucoup moins rassurant que le tumulte de la nuit dernière. Fermez la porte avant qu'il ne soit trop tard. Quelque chose dans sa voix troubla grandement les nains. Lentement, Thorin sortit de sa rêverie, et se levant, écrasa d'un coup de pied la pierre qui retenait la porte. Puis il la poussa vigoureusement, et elle se referma avec un bruit sec et métallique. Aucune trace de serrure ne demeurait à l'intérieur. Ils étaient prisonniers de la montagne.
Mais ils n'agirent pas un instant trop tôt. À peine étaient-ils redescendus dans le tunnel que le flanc de la montagne fut frappé de plein fouet, comme si des géants avaient asséné un puissant coup de bélier avec d'immenses poutres de chêne. La roche gronda, les murs se fendirent, et des pierres se détachèrent du plafond et tombèrent sur leurs têtes. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si la porte avait été tenue ouverte. Ils s'enfoncèrent dans le tunnel, contents d'être encore en vie, tandis que la furie de Smaug s'abattait au dehors en un profond rugissement. D'ailleurs, voici l'illustration faite par Alan Lee, d'ailleurs, avec Smaug qui explose la porte extérieure, enfin bref, qui crame tout. Salut compadre, salut Raphaël. Tac, voilà, pareil, je vous le mets ici aussi. Donc Smaug qui est en train de cramer justement le promontoire. YouTube, vous ferez pause pour voir l'illustration de bien mieux. Il brisait les rochers en morceaux, faisait éclater les parois en les fouettant violemment de son énorme queue. Ouh. Si bien que leur petit campement surélevé, l'herbe roussie, la pierre de la grive, les murs couverts d'escargots, l'étroite corniche, tout cela disparut en un million de fragments, et une avalanche de pierres fracassées dégringola du haut de l'escarpement, et s'écrasa dans la vallée en contrebas. Waouh, trop classe. Oui, mais c'est magnifique, hein. Moi, les illustrations d'Alan Lee sont géniales. Smaug avait quitté son repère à la dérobée, puis s'élançant silencieusement dans les airs, il s'était laissé flotter dans l'obscurité comme un monstrueux corbeau, lourd et lent, porté par le vent vers l'ouest de la montagne dans l'espoir d'y surprendre quelqu'un ou quelque chose et de repérer l'issue du tunnel emprunté par le voleur. Sa rage avait éclaté lorsqu'il n'avait pu trouver personne ni repérer quoi que ce soit à l'endroit même où il croyait que l'issue devait se trouver. Ainsi soulagé de sa colère, il se sentit mieux et songea en son cœur que rien ne viendrait plus l'inquiéter en ce côté-là. Entre-temps, il avait une autre vengeance à assouvir. « Enfourcheur de tonneaux !» grogna-t-il. « Tes pieds sont venus de la rive, et les eaux t'ont emmené jusqu'ici, sans aucun doute possible. Je ne connais pas ton odeur, mais si tu n'es pas un de ces habitants du lac, tu as au moins reçu leur aide. Je leur rendrai bientôt visite. Ils se rappelleront qui est le véritable roi sous la montagne !» Il s'éleva comme une flamme et fila droit au sud, vers la rivière courante. Fin du chapitre 12. Donc les nains et Bilbo ont rencontré Smaug, sont rentrés dans la montagne. Bourg du Lac va se faire cramer sa mère dans le précédent chapitre, je pense. Donc du coup, on se retrouvera la semaine prochaine, en tout cas pour le chapitre 13, jeudi prochain. Hein. N'oubliez pas, le jeudi prochain pour le chapitre 13. Le YouTube, je vous invite à venir maintenant tout de suite justement sur la chaîne Twitch pour écouter le chapitre 13. Et je vous fais des bisous à tous. C'était Gaëtan de Peu pour vous servir. La mariée.